J'ai le grand plaisir d'accueillir Mentor Show comme sponsor de cet épisode. Mentor Show, c'est une plateforme de cours en ligne dispensée par les meilleurs experts francophones dans de nombreux domaines comme le bien-être, la méditation, la confiance en soi, la cuisine ou le sport. Et parmi ces personnalités, vous retrouverez plusieurs invités que j'ai déjà reçus dans Métamorphose. Lise Bourbeau, Christophe André, Frédéric Lenoir, Boris Cyrulnik et leurs masterclass vous aideront à approfondir vos chemins de conscience. Ce que j'aime chez Mentor Show, c'est la très grande qualité de leur masterclass et que chaque leçon est pensée pour que même les personnes qui n'ont pas toujours le temps de se former puissent les suivre en 10 minutes par jour et bénéficier du soutien d'une communauté bienveillante pour échanger. Je suis intimement convaincue que la connaissance peut changer le monde et avec Mentor Show, vous pouvez apprendre de façon ludique et progresser pour transformer votre vie avec l'aide des meilleurs mentors. Alors les amis, c'est le moment de vous lancer avec une remise exclusive de moins 20% sur le pass illimité grâce au code Métamorphose 20 en chiffres. Alors pour en profiter, rendez-vous sur le site Mentor Show. Alors je vous épelle Mentor M-E-N-T-O-R Show S-H-O-W.com ou cliquez simplement sur le lien qui est situé en commentaire épinglé sous ce podcast. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si nous pouvions tous changer d'altitude pour résoudre nos difficultés et voir le monde autrement ? La célèbre phrase de Mark Twain « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait » pourrait être l'adage certainement de mon invité, humaniste dans sa fonction de médecin psychiatre, expert en hypnose et explorateur, pionnier de technologies vertes. Et si l'on apprenait à changer de point de vue, avoir confiance en l'inconnu et élargir notre compréhension du monde ? Et si l'esprit de pionnier ne se limitait pas à l'exploration du monde extérieur, mais aussi à nos intériorités ? Pour nous présenter ce cheminement novateur et percutant, je reçois l'auteur du récent livre Réaliste, soyons logiques autant qu'écologistes, aux éditions Stock, un inclassable pionnier réaliste ou s'aventurier, mondialement connu pour son tour du monde en avion solaire et créateur de la fondation Solar Impulse. Je suis ravie de recevoir Bertrand Piccard dans Métamorphose. Bonjour. Bonjour Anne. Alors, vous venez d'annoncer, je crois, votre prochain tour du monde dans 3 ans, dans un Zeppelin de 150 mètres. Je rappelle que vous avez fait un premier tour du monde en ballon en 99, le tour du monde à bord du Solar Impulse entre 2015 et 2016, un avion solaire sans carburant. Qu'est-ce qui vous anime dans ce nouveau tour et projet peut-être un peu fou vu comme ça ? Vous savez, je suis explorateur, je suis médecin, je suis environnementaliste et il faut garder une part d'exploration. Il faut toujours se pousser en dehors de ses certitudes, en dehors de sa zone de confort, essayer de faire ce que les autres pensent être impossible. Je trouve que c'est toujours intéressant. Et là, c'est pas juste un zeppelin comme en 1930. C'est un zeppelin solaire qui fabriquera son hydrogène en vol de manière à pouvoir faire un tour du monde sans escale. Et ce que j'aimerais, c'est utiliser cette plateforme volante pour m'adresser aux écoles, aux universités, aux gouvernements, aux entreprises, et montrer la quantité incroyable de solutions qu'il y a aujourd'hui, mais montrer aussi l'esprit de pionnier qui est nécessaire, parce que ça ne sert à rien d'avoir des solutions abondantes et disponibles si on n'a pas l'esprit qu'il faut pour les utiliser, si on n'est pas prêt, dans sa vie de tous les jours, de se remettre un peu en question. Oui. Donc c'est ça le but de l'aventure, c'est ça le but de l'exploration, et c'est à ça que j'aimerais dédier ce tour du monde en dirigeable solaire. Oui. Vous dites aussi que vous voulez lutter contre l'éco-anxiété. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour aider vos semblables, vous justement, le médecin, même si vous n'exercez plus, je crois, aujourd'hui. Oui, mais on reste médecin dans l'âme quand on l'a été une fois, c'est sûr. Vous savez, l'éco-anxiété, c'est quelque chose qui est assez mal compris. D'abord, je pense que c'est normal d'être éco-anxieux quand on voit la catastrophe devant laquelle on court. Oui. Les seules personnes qui m'inquiètent au niveau de leur santé psychique, c'est ceux qui ne sont pas éco-anxieux, qui pensent que tout ira bien, qui pensent qu'on trouvera des solutions plus tard, un peu comme un alibi pour ne rien faire aujourd'hui.
et qui n'utilisent même pas les solutions d'aujourd'hui. Ça me fait vraiment peur. Et quand on devient éco-anxieux, par contre, si ça pousse à l'action, je pense que c'est extrêmement sain. Maintenant, c'est vrai que ça risque de basculer dans la dépression, dans le sentiment d'impuissance, dans la culpabilité, et ça va faire souffrir beaucoup de monde. Et surtout, ça n'aidera personne. Donc, je crois que dans l'éco-anxiété, ce qu'il faut, c'est justement que ça stimule l'action, ça stimule le désir de se remettre en question, ça stimule le désir de mettre en place des solutions, de faire bouger les autres, de bouger soi-même, chacun à son niveau. Oui, bien sûr. C'est vrai que quand je vous décrivais un petit peu dans cette introduction, je rappelais le titre de votre livre et vous êtes quand même, et vous le dites dans ce livre, tout au début, vous êtes d'une lignée en fait de pionniers, puisque votre grand-père physicien est le premier à explorer la stratosphère et votre père, océanographe, va explorer vraiment, est le premier à plonger jusqu'au fond de la fosse des Mariannes à 10 000 mètres de profondeur, je crois que c'est ça. Oui. Vous n'échappez pas à cet esprit de savant pionnier de votre lignée. Vous avez une lignée masculine qui est quand même très engagée. Est-ce que c'était aussi des écologistes d'ailleurs ? Alors, pas seulement lignée masculine, ouais. Heureusement. C'est vrai que du côté de mon père et de mon grand-père, c'était des écologistes avant l'heure. Ce que mon grand-père voulait prouver en montant dans la stratosphère, c'est qu'on pouvait voler au-dessus des couches de mauvais temps, dans de l'air raréfié où on consommerait moins de carburant. Oui. Mon père a plongé dans la fosse des Mariannes pour voir s'il y avait de la vie là en bas, à une époque où les gouvernements voulaient jeter leurs déchets radioactifs. Et la découverte d'un poisson a changé complètement la donne. C'est depuis ce moment-là qu'on a arrêté d'utiliser les fosses marines comme poubelles. Et ma mère, elle, était militante dans des groupes de femmes écologistes, etc. Donc moi, j'ai baigné là-dedans toute mon enfance. Oui, c'est ça. Vous sentez qu'on peut échapper au poids de sa lignée, ou finalement on est quand même avec ce terreau qui est là dans l'acquis ? Pourquoi vouloir y échapper ? Si c'est une lignée qui donne du potentiel, qui donne de l'énergie positive. Moi, j'ai appris énormément dans mon éducation à utiliser, je dirais, l'exploration scientifique pour améliorer la qualité de vie. Et par contre, j'ai pas voulu le faire avec des sous-marins. J'ai commencé comme psychiatre parce que ma mère était passionnée par tout ce qui était philosophie orientale, spiritualité. Elle était dans des groupes de recherche aussi, sur le plan développement personnel, avant que ce soit du développement personnel, parce qu'en fait, elle le voyait plutôt comme un développement collectif plutôt que personnel. Donc, c'est ça qui m'a aussi donné envie d'explorer le monde intérieur, de devenir psychiatre, hypnothérapeute. Oui. Qu'est-ce qu'un pionnier pour vous, justement, et quelle en serait la définition ? Pour moi, un pionnier, c'est quelqu'un qui se met à essayer autre chose que ce qu'il a toujours appris. C'est quelqu'un qui est prêt à remettre en question des certitudes et des habitudes pour utiliser le point d'interrogation et le doute comme stimulation pour la performance et la créativité. Intéressant. Je discutais avec Boris Cyrulnik il n'y a pas longtemps, et à propos de son dernier livre, Le laboureur et les mangeurs de vent, et puis récemment aussi avec Bernard Werber, l'écrivain, et qui me disaient les deux qu'il y avait un peu quand même deux catégories. D'un côté, comme dit Cyrulnik, le laboureur et les mangeurs de vent, et d'autres, disait Werber, les créatifs d'un côté et les suiveurs un peu de l'autre. Est-ce que pour vous, le monde est un peu... Alors c'est un peu manichéen de le dire comme ça, parce que l'être humain est tellement plein de couleurs qu'il y a des zones grises et des zones de toutes les couleurs, mais quand même, est-ce qu'il y a un peu ces aspects un peu binaires ? Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le dernier livre de Boris Cyrulnik, je crois qu'il faut expliquer ce que c'est le laboureur et le mangeur de vent. Oui. En fait, c'est l'opposition entre ceux qui ont eu la chance dans leur enfance d'avoir suffisamment d'affection, de confiance, de reconnaissance pour acquérir une confiance d'eux-mêmes qui leur permet de penser par eux-mêmes, indépendamment des autres. Et puis, les mangeurs de vent, c'est ceux qui sont à l'affût de tout ce que les autres pensent et font pour compenser leur manque à eux. Et par conséquent, les mangeurs de vent, c'est ceux qui commencent à ne fonctionner bien que dans des bandes où on pense pour eux, si possible avec des certitudes, si possible de manière extrêmement clivée, où il y a les bons et les méchants, et eux forcément vont se mettre dans les bons, ou dans ce qu'ils pensent être les bons. Et on arrive à des sociétés
qui font souffrir beaucoup de monde. On arrive dans des sociétés clivées, totalitaires, populistes, qui sont là pour nourrir ceux qui n'arrivent pas à se nourrir par eux-mêmes. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de mangeurs de vent, parce que je pense qu'il y a peu de gens, peu d'enfants qui ont la chance d'être éduqués avec suffisamment d'affection et de reconnaissance et de confiance pour pouvoir développer toutes les qualités en eux-mêmes, pour pouvoir fonctionner indépendamment de tous ceux qui crient au loup. C'est ça. C'est là où on retrouve aussi pour vous justement des pionniers. Oui, c'est là qu'on trouve les pionniers. C'est ceux qui arrivent à penser par eux-mêmes. C'est ceux qui arrivent à penser en dehors de tous ces paradigmes, de tous ces dogmes, etc. C'est très simple de suivre les dogmes des autres, de suivre les croyances des autres, de se dire, ben voilà, j'ai trouvé une manière de penser qui me convient, et je vais la suivre, et puis on est en groupe, et puis on promeut cette manière de penser, et puis ça finit par haïr tous ceux qui pensent autrement. En fait, c'est simple. Et ce qui est terrifiant, c'est à quel point c'est simple et facile. Oui. Et la voie du pionnier, la voie du laboureur, la voie de celui qui apprend à penser par lui-même, c'est pas facile. Et finalement, c'est une chance d'avoir pu vivre ça comme enfant. Et on voit bien que la majorité des gens n'ont peut-être pas cette chance. Oui, parce que c'est vrai qu'il revient longuement sur les théories de l'attachement dont on a parlé aussi dans ce podcast et évidemment dans son livre, qui sont liées à ça. Vous parlez de vous en tant que pionnier réaliste, un peu peut-être par une forme d'opposition, ou pas forcément, mais un pionnier qui serait utopiste, c'est-à-dire qui resterait vraiment dans une sorte de chimère, mais un peu dans sa tête aussi peut-être. Le wishful thinking, le vœu pieux, l'utopie, c'est des choses qui me hérissent. Parce qu'en fait, on n'arrive à rien. On n'arrive à aucun résultat. Si on dit que la nature humaine doit changer, ok, on l'a dit, c'est vrai. Mais ensuite, vous faites quoi? Si on dit que le monde doit devenir altruiste, que le monde doit devenir respectueux face à l'environnement, mais tout ça, c'est vrai. Mais ça débouche sur quoi? Ça débouche sur rien du tout. Ça débouche peut-être sur la déception et l'éco-anxiété parce qu'on se dit, malgré tout ce qu'on aimerait, ça ne se passe pas comme on veut. Donc moi, je préfère parler de réalisme. Le réalisme, c'est quand on veut atteindre un résultat indépendamment de sa propre idéologie. C'est-à-dire qu'on comprend que tout seul, on n'y arrive pas en pensant comme on pense et qu'on a besoin des autres. Si on n'est que écologiste, on ne va pas réussir. Si on n'est que philosophe utopique, on ne va pas réussir. Si on n'est que industriel, on ne va pas réussir. En politique, c'est la même chose. Être complètement à gauche ou complètement à droite, ça ne va pas marcher. Ce qu'on a besoin, c'est de la partie ouverte et positive et constructive de chacun, dans son désir de s'ouvrir aux autres. On a besoin de la gauche et de la solidarité. On a besoin de la droite et de la responsabilité individuelle. On a besoin des écologistes pour pouvoir respecter la planète davantage. On a besoin de l'industrie pour commercialiser des solutions. Et si chacun veut faire tout seul, il n'y arrivera pas, et on arrivera à, comme le dit Cyrulnik, à des mangeurs de vent qui vont développer des grandes théories, qui vont être sûrs qu'ils ont raison, qui vont attaquer tous les autres et qui n'atteindront aucun résultat parce qu'ils vont créer de la résistance et de l'opposition au sein de tous ceux qui les entourent. Après, je trouve que parfois, c'est difficile aussi de trouver la posture juste entre vouloir sauver le monde. Et donc, quelle est ma part d'intériorité de sauveur que je peux avoir en moi par rapport au fait de chercher à sauver le monde, de quelle blessure aussi de sauveur ça peut venir, et quelle est la part, en fait, peut-être juste de discernement. Je pense que vouloir sauver le monde, c'est une prétention invraisemblable. Je pense qu'il y a peu de gens... Je pense que personne... Dans l'inconscient. Mais en fait, je pense que jamais personne n'a réussi à sauver le monde. Il y a des gens qui y ont contribué. Quand vous voyez Henri Dunant, qui a créé le Comité international de la Croix-Rouge, je pense que c'est la personne unique qui a sauvegardé le plus de gens de la souffrance. Des millions de gens sur des champs de bataille qui ont été pris en charge grâce à lui, des millions de gens dans des prisons, dans des catastrophes naturelles qui ont été pris en charge grâce à tout ce qu'il a fait, grâce à son héritage. C'est magnifique. Mais à part quelques exemples comme ça, c'est mégalomane de vouloir sauver le monde. Ce qu'il faut, c'est
à son niveau, faire ce qu'on peut. Alors, il y a des gens qui peuvent beaucoup, il y a des gens qui peuvent moins, mais tout le monde peut faire quelque chose. Et c'est ça qu'il faut essayer. D'ailleurs, vous le citez, hein, il disait « Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent ». Mais c'est Henri Dunant qui a dit ça. C'est extraordinaire, cette phrase. Ouais. C'est extraordinaire. Mais là, il dit changer le monde. Oui. Il dit pas sauver le monde. Oui. Et changer le monde, alors ça, on y arrive parce que on peut faire des tout petits changements. On peut faire des tout petits changements. On peut en faire des grands, mais il faut essayer en tout cas de faire ce qu'on peut. Alors justement, qu'est-ce qui permet de cultiver cet état d'esprit au quotidien? Vous êtes, je le disais en introduction, expert aussi en hypnose. Est-ce que vous, ça a aidé? Est-ce que vous avez vu chez des patients que ça a pu vraiment aider à pouvoir peut-être parfois mettre de côté un peu ses peurs ou en tout cas les conscientiser pour peut-être on pourrait dire les transmuter ou aller au-delà de ses peurs et de ses blessures pour pouvoir aller de l'avant? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'une grande partie de notre conscience est une conscience tournée vers l'extérieur. On sent, on touche, on voit, on entend. Tout ça, c'est à l'extérieur de soi. Donc, ça nous permet une compréhension du monde extérieur, mais pas une conscience de soi-même dans ce monde extérieur. Oui. Et l'hypnose, c'est un retournement de ce regard, un retournement de cette attention vers soi-même, sur ce qu'on sent, ce qu'on ressent, ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on pense, et aussi tout le potentiel et toutes les ressources qu'on a à l'intérieur de soi. C'est pour ça que l'hypnose, je pense que c'est une manière de vivre. C'est quelque chose qu'on devrait enseigner aux enfants dans les écoles, plutôt que de parler d'illumination cosmique ou de nirvana dans les religions orientales. Parlons déjà de ce qu'on peut développer comme conscience de soi dans l'instant présent, grâce à des techniques qui sont finalement beaucoup plus accessibles, comme l'hypnose et l'auto-hypnose. Alors ça peut vouloir dire quoi justement concrètement dans le quotidien et notamment avec les enfants? Revenir comme ça à soi, dans cette conscience de l'instant, pour vraiment sentir à quel point à l'intérieur nous sommes là? Je pense que toute notre performance, toute notre créativité, toute notre qualité relationnelle envers les autres, elle part ou devrait partir de notre conscience d'être présent dans l'instant. Comment est-ce qu'on habite son corps? Comment est-ce qu'on habite ses émotions? Comment est-ce qu'on habite ses sensations? Comment est-ce qu'on habite la relation à l'autre? Et il faut passer de l'automatisme dans lequel on vit d'habitude, où on ne fait que reproduire ce qu'on a appris, à une conscience où on peut créer dans l'instant quelque chose de nouveau. Alors, cette création, ça peut être des technologies pour sauver l'environnement, mais ça peut être aussi une nouvelle manière de s'adresser à quelqu'un d'autre, de l'écouter, d'intégrer ce que quelqu'un dit d'a priori choquant pour essayer de comprendre mieux ce qu'est la personne en face de nous, mais aussi ce qu'on peut en faire nous pour changer nos propres certitudes. On ne peut se changer soi-même finalement qu'à travers les crises de la vie ou la discussion avec des gens qui pensent autrement. Bien sûr. Ça vous a aidé, vous, dans vos aventures, justement, l'hypnose? À chaque instant. Oui. À chaque instant, ça m'a aidé. Mais ça m'a aidé pour pouvoir me régénérer en vol dans des très courts moments où je pouvais me reposer. Ça m'a aidé dans ma manière de gérer les problèmes, de gérer les relations, de me gérer moi-même, de passer des crises, de chercher d'autres manières de me comporter quand mon attitude ne marchait pas. Oui, c'est ça. Justement, quand notre attitude ne marche pas, j'ai lu récemment le livre de Sébastien Boller, que vous connaissez bien certainement aussi, que vous citez dans votre livre, le docteur en neurosciences, et qui parle de cet homme, de cet humain qui est un human psycho, qui est le titre de son dernier livre, où il fait le parallèle de l'homme avec un psychopathe. Le constat est quand même assez dur au début de cet ouvrage. Moi, j'ai eu un peu de mal au démarrage, même si ensuite il va vers des solutions. Vous, le psychiatre, est-ce que vous voyez aussi le cerveau humain quand même fait comme ça? Avec cette partie-là, pas uniquement. Mais les statistiques montrent qu'il y a 3% de psychopathes dans la population. Les psychopathes, ce n'est pas forcément des gens qui vont aller tuer tous leurs semblables dans la rue. Oui. C'est des gens qui n'ont pas de compassion, qui n'ont pas de culpabilité, qui ont un immense égoïsme et qui fonctionnent entièrement en fonction d'eux-mêmes. Ce qui est, semble-t-il, une manière de s'être protégé dans son enfance de toutes les agressions, les traumatismes psychiques qu'ils ont pu vivre. Donc, en se coupant de la souffrance, on se coupe de soi-même aussi, on se coupe des autres. Ce qui est
beaucoup plus inquiétant, c'est qu'on retrouve non pas 3% de psychopathes dans les sphères dirigeantes, mais 20%. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de gravir les échelons sociaux, politiques ou hiérarchiques. Quand on est coupé émotionnellement. Quand on peut marcher sur les autres, qu'on n'a aucun sens de culpabilité, quand on écrase tous ceux qui nous entourent pour prendre leur place. Quand on peut licencier des milliers de personnes pour faire monter le prix des actions de son entreprise et que ça ne nous empêche pas de dormir. C'est beaucoup plus facile quand on est psychopathe. Donc, si on fait le lien justement avec notre sujet, effectivement, cette idée de l'humain qui est quand même coupé émotionnellement, est-ce que l'hypnose aussi permet, ou d'autres techniques, de se réconcilier? Encore faut-il en avoir le désir. Oui, je ne pense pas que le psychopathe va avoir le désir de faire de l'hypnose pour découvrir des émotions qui sont en fait ressenties comme dangereuses pour lui, et c'est justement contre ça qu'il veut se protéger. Non, je pense que ce que l'hypnose nous apprend, c'est qu'il ne faut pas aller contre les symptômes, il ne faut pas aller contre les problèmes, il faut voir comment les utiliser pour pouvoir aller au-delà. C'est un peu comme le haïkido. Oui. Dans le haïkido, vous n'allez pas taper l'adversaire. D'ailleurs, pour arriver à gagner en tapant quelqu'un, il faut être beaucoup plus fort que l'autre. Dans le haïkido, on va utiliser la force de celui qui nous agresse pour le faire tomber tout seul. Et c'est ça qu'il faut faire finalement, sur le plan de la politique, de l'environnement aujourd'hui, etc. Si vous êtes en face de quelqu'un que la protection de la nature n'intéresse pas, si c'est quelqu'un qui veut uniquement gagner de l'argent et développer son entreprise, et que vous pouvez lui montrer qu'il développera beaucoup mieux son entreprise, créera beaucoup plus d'emplois, il fera beaucoup plus de profits, sera beaucoup plus admiré, s'il utilise des technologies efficientes, propres et écologiques, bien à ce moment-là, vous allez gagner. Parce que lui, ce n'est pas pour protéger l'environnement qu'il va le faire. Mais à la fin, il le fera quand même. Oui. D'ailleurs, quand vous étiez dans votre avion solaire, vous avez eu une prise de conscience assez forte à ce moment-là, que le progrès n'était pas à l'endroit où on l'imaginait, où on le voyait. C'était pas avoir la dernière techno, le dernier smartphone, etc. Non, le progrès, c'est pas avoir le dernier smartphone. D'ailleurs, ce qu'on ne comprend pas vraiment, c'est que on essaye de développer des choses qu'on n'a pas encore maintenant et qui ne nous manquent pas parce qu'on les connaît pas. Une fois qu'on les aura, ça va nous manquer de ne pas les avoir et on n'arrivera plus à revenir en arrière. Donc en fait, c'est une course en avant qui est extrêmement dangereuse, où on essaye de nous vendre à l'avance des choses polluantes et qui augmentent la consommation, dont on pourrait parfaitement se passer aujourd'hui puisqu'on ne les connaît pas. Non, moi ce que je remarque, c'est que ce qui est important maintenant, c'est de moderniser notre monde. C'est pas de pousser notre monde d'aujourd'hui dans le futur. Ce qu'il faut, c'est comprendre que notre monde fonctionne avec des technologies et des infrastructures complètement archaïques, qu'en fait on vit dans le monde du passé, et que ce qu'il faut, c'est ramener le monde du passé dans le présent. Et moderniser ce monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire le rendre enfin plus efficient, arriver à limiter le gaspillage ou éliminer le gaspillage, avec des systèmes qui consomment moins d'énergie, qui gaspillent moins de ressources, moins de nourriture, dans une économie circulaire où on récupère les déchets, et que tout ça, c'est favorable à l'environnement, mais c'est aussi favorable à l'économie. Parce que jusqu'à maintenant, l'économie a toujours été axée sur l'augmentation de consommation, l'augmentation de production, l'augmentation de gaspillage, etc. Alors qu'on peut très bien, et ça c'est pas du vœu pieux, c'est pas du wishful thinking, on peut très bien développer une économie sur laquelle le développement économique et la création d'emplois est basé sur la qualité de l'efficience. Si on consomme moins dans ce qu'on fait, on produit plus, on produit de manière plus rentable et ça peut payer pour l'investissement de départ. Et donc en fait, moi ce que je prône, c'est pas une décroissance économique qui amènera au chaos social, c'est en tout cas pas non plus une croissance de consommation, une croissance de production qui amène au désastre environnemental. Ce que je prône, c'est ce que j'aime appeler une croissance qualitative, où on crée de l'emploi et on développe l'économie en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Vous pouvez nous donner quelques exemples pour que ce soit effectivement concret? Oui. Si vous réabsorbez la chaleur perdue dans les cheminées d'usine, vous permettez de faire
entre 20 et 40% d'économie d'énergie à l'usine, donc tout ça de profit en plus. Mais en même temps, vous développez le produit d'une start-up française, Ecotexeram, qui installe ce système dans les usines et qui va créer de l'emploi et qui va faire du profit. Donc vous avez un gagnant-gagnant entre l'économie et l'écologie. Si vous isolez votre maison et que vous mettez une pompe à chaleur à la place d'un grille-pain électrique, vous allez faire quoi? Vous allez diviser par 5 votre facture énergétique, parce que vous consommerez 5 fois moins d'énergie. Vous aurez donné du travail à ceux qui vous installent le système et qui vous isolent la maison. Et en plus de ça, vous offrez des nouvelles possibilités de financement à des banques qui, au lieu de vendre, en fait de financer l'achat de pompes à chaleur par des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter ces pompes à chaleur, eh ben, ils vont investir dans la pompe à chaleur et ils vous factureront pendant 10 ou 20 ans la chaleur que vous utilisez. Et vous allez payer 5 fois moins qu'avant et l'entreprise financière aura des nouveaux clients sur un mode de vrai développement écologique qui aujourd'hui est un marché qui est complètement sous-utilisé dans la finance. Donc là, c'est du gagnant-gagnant-gagnant entre finance, emploi et environnement. Même si là, effectivement, on est quand même dans une situation un peu particulière où en ce moment, les pompes à chaleur sont devenues un peu hors de prix et les taux ont remonté. Donc peut-être pour les gens, pour s'endetter, pour financer, ça, c'est peut-être un peu plus compliqué en ce moment même. Et c'est pour ça que je précise bien que le but, c'est pas de s'endetter en achetant une pompe à chaleur qui est chère. Le but, c'est d'entrer dans ce système où on achète le service, on achète la chaleur et on n'achète pas la machine qui produit cette chaleur. Et ça, c'est des nouveaux développements financiers qu'on commence à voir. Vous avez quelque chose d'autre que je trouve extrêmement intéressant, c'est le contracting, comme ce que fait Engie. Quand Engie investit chez le client pour baisser la consommation énergétique du client et qu'il se rembourse en partageant une partie de l'économie financière réalisée par l'économie d'énergie. C'est un modèle fantastique, c'est un modèle où moins vous vendez d'énergie, plus vous gagnez d'argent, puisque vous avez vendu de l'efficience et pas de l'énergie. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin de ces ventes de services qui permettent des économies de ressources, plutôt que de vendre des produits qui forcément vont gaspiller. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Il y a beaucoup de gens qui continuent à vous affirmer, si vous voulez développer votre économie, vous allez forcément utiliser plus d'énergie et vous allez forcément émettre plus de CO2 et faire plus de pollution. Ça, c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas ça qui va continuer à se passer. Et il faut absolument qu'on arrive à comprendre que la croissance économique n'est pas forcément couplée à la quantité de production et de gaspillage, mais qu'elle peut être couplée à la qualité de l'efficience. C'est-à-dire au fait qu'on va vendre une manière d'être beaucoup plus écologique. En fait, on se rend compte qu'on a un tel gaspillage dans tellement de domaines. Et vous êtes à ce moment-là, vous le racontez très bien dans le livre, vous êtes à une conférence, je ne sais plus si c'est à une COP ou à un autre grand raout sur l'écologie. Et là, le parterre de politiques, de dirigeants du monde entier vous écoute et vous sentez que la conférence s'endort un peu. Et là, vous avez une espèce de fulgurance. Et vers la fin de la conférence, vous avez envie de nous le raconter, ça vous dites, ah ben, voilà ce que je vais vous proposer. Et là, d'un seul coup, vous réveillez tout le monde avec votre idée. Mais oui, c'est vrai que j'annonçais, juste après le tour du monde en avion solaire, à la COP22 à Marrakech, la création de l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes. Je trouvais formidable de pouvoir fédérer tous ceux qui amènent des solutions. Et dans l'audience, les ministres, les médias, les participants se sont dit, ça y est, encore un truc de plus, quoi. Un blabla de quoi, voilà. Un blabla de plus, ouais. et je les comprends, en fait. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je les réveille un peu. Et je leur ai dit, écoutez, moi, je m'engage officiellement devant vous à vous amener plus de 1000 solutions techniques économiquement rentables pour protéger l'environnement. Alors ça les a réveillés, parce qu'ils se sont dit que c'était complètement impossible, que si j'y arrivais, ce serait incroyable. Tonnerre d'applaudissements, dizaines d'interviews, soutien de plusieurs ministres. Et puis mon équipe qui vient vers moi en disant « Mais tu y penses depuis quand ?» J'ai dit depuis exactement 2 minutes. Et en fait, c'est ça qu'on a lancé avec la Fondation Solar Impulse. On a lancé cette recherche de solutions. Et 4 ans plus tard, on est arrivé à passer la barre des 1000 premières solutions. Aujourd'hui, on est à 1480
de ces solutions. On continue, je pense que d'ici une année, on en aura 2000. C'est des solutions qui sont faites ou par des startups ou par des grands groupes qui sont économiquement rentables. Oui, ça va de la petite solution à la très grande solution. Absolument, mais c'est des solutions qui existent aujourd'hui. C'est pas du solutionnisme technophile dont certains essayent de m'affubler. C'est pas du tout ça. Je ne cherche pas des solutions qui n'existent pas aujourd'hui à développer pour le futur, pour compenser plus tard les erreurs qu'on fait aujourd'hui, comme une manière de ne pas changer ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas du tout ça. C'est des solutions qui sont souvent low-tech, qui sont souvent du bon sens. Et c'est vrai, la technique le permet. Mais si vous mettez devant un village d'un pays en voie de développement qui n'a pas accès à l'électricité, vous mettez une petite turbine dans la rivière et que ça vous donne de l'électricité pour le village, qui permet de faire de l'irrigation, qui permet de développer économiquement ce village, tout ça avec des énergies non carbonées, ben vous avez gagné. C'est pas du high-tech. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme justement solution que vous trouvez? Alors il y en a 1400, évidemment, c'est dur de choisir, mais comme ça que vous pourriez nous donner en exemple, là vous venez d'en donner une. Quelque chose d'autre, c'est une poudre qu'on mélange à la terre et qui retient l'humidité, qui grossit, ça devient un gel, permettant d'avoir des racines 4 fois plus importantes pour les plantes, de quadrupler le rendement agricole. Tout ça pour un très bas prix et en arrosant beaucoup moins et en mettant beaucoup moins d'engrais. C'est ça qu'il faut si on veut nourrir la planète. C'est pas cultiver des plantes artificielles sur de la terre morte où on met tellement de chimie que finalement on sait plus ce qu'on mange. C'est pas ça. Un autre système que j'ai trouvé magnifique, qui est labellisé par la Fondation et que j'ai vu physiquement la semaine dernière, c'est les plaques métalliques qui font les parois des entrepôts, des hangars, de certaines usines, etc. C'est un truc très utilisé. Eh bien, ils font passer de l'air à travers et il faut le mettre bien sûr dans des pays où le soleil n'est pas vertical, donc dans nos latitudes ça va très bien, et sur la face sud le soleil qui est un peu horizontal vous chauffe la paroi, et quand vous avez 5 degrés à l'extérieur, vous arrivez à chauffer votre mur à 60 degrés et cet air circule ensuite avec un petit ventilateur dans l'usine ou dans l'entrepôt pour pouvoir le chauffer, et tout ça pour des besoins minimes d'énergie. C'est quand même extraordinaire. Mais tout ça, ça se fait pas parce que les gens ne connaissent pas, parce que les gens sont habitués à ce qu'ils connaissent, parce qu'ils sont habitués à leurs certitudes, à leurs habitudes, et puis parfois aussi parce que la réglementation n'encourage pas du tout ce genre de choses. Alors oui, justement, vous me tendez la perche là. La réglementation, c'est un de vos chevals de bataille aussi. Aujourd'hui, il y a encore une fois une grosse perte d'efficacité et encore en Suisse, peut-être que la Suisse est mieux lotie en termes d'efficacité sur le sujet, mais c'est vrai qu'en France, dans tout ce qui est... Ne croyez pas ça. Ah, c'est vrai ? Ne croyez pas ça. On n'a pas de smog parce qu'il y a du vent et puis des montagnes et des lacs. Oui. Et tout paraît très beau. Mais on a quand même le parc automobile le plus polluant d'Europe parce qu'on a les plus grosses voitures avec les plus gros moteurs. Donc, il ne faut pas croire que ça va mieux ici. Puis quand on essaye de mettre une taxe carbone, c'est refusé par la population. Vous dites d'ailleurs parfois que vous êtes plus écouté en France qu'en Suisse. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de contacts en France, dans le monde politique, dans le monde économique. Je donne beaucoup de conférences aussi en France. Et... la plupart de mes actions sont en France, effectivement. C'est en France qu'on a lancé l'initiative Prêt à voter. 50 recommandations législatives ou réglementaires pour les autorités françaises. C'est vraiment des articles de loi ou des règlements qu'on peut adopter clé en main pour débloquer des obstacles législatifs qui empêchent des solutions françaises d'être utilisées pour décarboner le pays. Alors, je veux bien quelques exemples. Et puis, ça en est où aujourd'hui, ce cadre législatif ? Est-ce que vous avez le sentiment que ça avance assez vite ? Parce qu'après, c'est toujours ça, la vitesse. Non, ça avance pas assez vite. Parce qu'il faut arriver à concilier tous les partis en présence. Il faut arriver à faire comprendre que c'est des solutions qui peuvent être adoptées, qui existent, etc. Et puis, alors, vous avez ceux qui disent « Oui, mais nous, on doit développer l'économie, quel que soit le côté écologique ».
ce qui est une catastrophe. Puis vous avez ceux qui disent qu'il faut faire de l'écologie en attaquant les entreprises et pas en faisant alliance avec les entreprises, ce qui est une catastrophe aussi. On est obligé aujourd'hui de sortir du clivage. Il y a du bon partout, mais il y a du mauvais partout. Et on n'arrivera que si on est capable d'intégrer aussi les idéologies des autres dans sa manière de faire. Est-ce que là, votre terreau justement de médecin et de psychiatre qui vous donne cette compréhension de l'humain et probablement aussi une forme de paix intérieure à travers tout ce que vous avez expérimenté, vous permet justement d'être une forme de conciliateur et d'essayer de ne pas être dans les extrêmes et les voies du combat extrémiste? Alors, moi, et en même temps, parfois de ne pas être compris parce que vous êtes dans une voie du milieu qui parfois peut paraître peut-être plus molle ou alors moins positionnée. On en parlait un peu en antenne. Mais vous savez, dans le taoïsme, oui, qui est une philosophie que je trouve extrêmement intéressante, les Chinois, il y a déjà des milliers d'années, avaient compris que le monde dans lequel on vit, incarné dans la matière, ne peut être que duel. Il y a une dualité évidente, on ne peut pas faire autrement. Il y a le bon et le mal, il y a le chaud et le froid, il y a la nuit et le jour, il y a le haut et le bas, il y a la gauche et la droite. Enfin, tout ça, c'est normal. Il y a la souffrance et le bonheur. Enfin, tout ça existe. On ne peut pas avoir qu'une partie. On a forcément les deux parties. Ce sont des dualités d'ailleurs ou des polarités? C'est la dualité, la polarité, le résultat de la dualité dans laquelle on vit. Et toute la philosophie taoïste visait à essayer de réconcilier les extrêmes pour trouver une unicité. Donc c'était une voie spirituelle. J'ai l'impression que ça peut très bien se faire aussi entre l'écologie et l'économie, entre la gauche et la droite. On ne peut pas être ou de gauche ou de droite. On doit être et de gauche et de droite. On doit être et écologiste et économiste. Tout seul, une de ces voies ne marche pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut être au centre. Parce que souvent, le centre, c'est ni de gauche ni de droite. C'est mou, oui. C'est mou, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire à gauche et on ne fait pas ce qu'on doit faire à droite. Il faut faire les deux et il faut arrêter de croire que c'est contradictoire. Il faut sortir de cette idéologie de conflit, de combat, de lutte des classes, etc., pour voir que si on n'a pas de solidarité envers les plus pauvres, si on n'améliore pas la qualité de vie des plus démunis, c'est moralement inacceptable, c'est sécuritairement dangereux et c'est économiquement ridicule. Parce que ça coûte cher à tout le monde et on a des gens qui ne peuvent même pas assumer leurs propres besoins et consommer un peu de ce qui est mis sur le marché. Donc économiquement, c'est idiot. En plus d'être moralement inacceptable. Donc la droite devrait pousser la solidarité beaucoup plus. Maintenant, la gauche doit aussi voir que sans responsabilité personnelle, que sans entrepreneuriat, on ne peut pas développer non plus la vie des plus démunis. On doit avoir un pays riche de manière à ce qu'il y ait de la redistribution. S'il n'y a pas de redistribution, s'il n'y a pas d'éducation, s'il n'y a pas d'argent pour l'éducation, pour la santé, pour les retraites, pour la sécurité sociale, etc., ça ne marchera pas non plus. On l'a bien vu dans les régimes qui ont essayé d'être totalement égalitaires. Ça ne marche pas. Donc, il faut arriver à réconcilier ces deux, à mettre les deux extrêmes dans une voie qui recherche l'unicité. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui vont considérer que c'est un blasphème complet de faire ça parce qu'on perd son identité, on perd son idéologie, etc. Moi, je pense qu'on perd rien du tout. On ne fait que de gagner. Mais dans cette troisième voie, ceux qui comprennent des deux côtés vont vous apprécier, et puis ceux qui ne comprennent pas des deux côtés vont vous détester, parce que vous n'êtes pas assez à gauche et pas assez à droite, et pas assez au centre. Donc, ou ils vous détestent ou ils vous adorent. Ouais. Donc, ça reproduit un petit peu de clivage, et c'est quand même dommage. Ce que vous exprimez quand même, je trouve, demande une forme de sagesse intérieure et justement d'avoir cheminé, on le disait tout à l'heure, à l'intérieur de soi, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de politiques, et vous l'expliquez très bien pourquoi au début de cette interview. Est-ce qu'il faut éduquer les gens à une forme de conscience, justement, que ce soit à travers les sciences, que ce soit à travers la politique, que ce soit à travers, on parlait de l'éducation. Est-ce qu'il y a aussi ce travail d'intériorité à faire pour pouvoir arriver à ce type de constat que vous faites, qui est assez peu partagé finalement
dans les hautes sphères, on en parlait tout à l'heure, qu'elles soient industrielles, politiques, etc. Vous savez, le système du clivage, la pensée clivante, la pensée où on croit que quelque chose est tout bon et que l'autre est tout mauvais, c'est la manière infantile et immature de penser d'un enfant qui ne s'est pas encore développé psychiquement. Il se dit, ça j'aime, donc c'est bon, ça j'aime pas, donc c'est pas bon. Oui. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui restent clivés comme ça, dans une pensée qui n'a pas évolué. Et ils restent comme adultes, avec la même vision du monde que l'enfant. Et ça c'est très pénalisant pour eux, parce qu'ils n'arrivent pas à évoluer à ce moment-là. Ils n'arrivent pas à intégrer d'autres manières de voir et d'autres manières de faire dans leur manière de penser. Alors ils en souffrent, et ils font souffrir les autres, et ils font souffrir la société. Ce qui est fondamental, c'est d'arriver à mûrir. C'est de s'ouvrir à ceux qui pensent différemment. C'est de s'ouvrir à d'autres courants de pensée. Et chaque fois se dire, c'est un exercice psychique, chaque fois se dire, et si l'autre avait raison, qu'est-ce que ça changerait pour moi? Qu'est-ce que ça changerait pour la société? Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Et on voit que très souvent, l'autre a partiellement raison. Il n'a pas tout raison ou tout tort, il a partiellement raison. Et moi, je m'amuse beaucoup avant des votations, comme on dit en Suisse. Oui. On doit souvent aller voter sur des sujets qui sont proposés. Moi, j'écoute des débats, mais j'écoute pas celui qui pense comme moi, j'essaye d'écouter celui qui pense pas comme moi. Et au lieu de me dire, mais quel crétin, il a rien compris, je me dis, quels sont ses arguments? Qu'est-ce que je devrais changer en moi, qui est peut-être faux, pour essayer d'intégrer la part de vérité qu'il y a chez lui? Eh ben, parfois, je change ma manière de voter. Parfois, je me dis, tous ces arguments, en fait, j'avais pas compris qu'il y avait d'autres choses, beaucoup plus valables que ce que j'avais imaginé. Et je change ma manière de voter. Mais ça, c'est un exercice psychique. Les gens vont faire du fitness, ils vont faire de la course à pied, ils vont faire de la natation, ils font du vélo. Ben, ils devraient aussi faire du fitness psychique, c'est-à-dire cette manière de changer d'altitude en eux. Oui. Changer d'altitude pour lâcher un peu de lest de nos certitudes et de nos habitudes et de nos préjugés, pour prendre une autre altitude, c'est-à-dire une autre influence, une autre vision du monde, où forcément notre vie va nous amener dans une autre direction. C'est comme ça qu'on fonctionne en ballon. On lâche du lest, on lâche du poids, on change d'altitude, on prend un autre courant aérien qui a une autre direction. Et c'est ça qu'on doit être capable de faire en soi, grâce aux autres qui pensent autrement. Et qui était le titre de votre livre paru chez Stock aussi en 2014, « Changeons d'altitude », où vous étiez vraiment dans cette idée d'intériorité. Dans ces 1400 projets, est-ce que, et d'autres à venir, bientôt 2000, vous le disiez, est-ce que vous favorisez justement des projets qui viseraient à pouvoir prendre cette altitude intérieure et changer d'intériorité, puisque ça fait partie aussi de la solution efficiente finalement? Alors, on ne prend pas des idées. On ne prend pas des idées. On prend des solutions qui existent déjà. Des choses extrêmement concrètes et pratiques. Les idées, c'est très bien. C'est les idées qui vont donner des solutions, mais on attendra que ça devienne des solutions pour les intégrer dans notre portfolio. D'accord. Mais se guérir de son intériorité, est-ce que c'est seulement une idée ou c'est pas déjà une solution concrète? Mais c'est pas une solution comme ce qu'on promeut pour protéger l'environnement. On prend pas les solutions psychologiques. D'accord. Ou les solutions psychiques, ou les solutions philosophiques, ou métaphysiques, ou spirituelles. C'est tout aussi important. C'est tout aussi important, mais c'est pas ce qu'on fait. D'accord, c'est pas ce que vous faites. Mais par contre, ça pourrait être tout aussi efficient. Effectivement, potentiellement. Oui. Oui, mais ça viserait à changer la nature humaine. Et personnellement, même si c'est peut-être un peu négatif de dire ça, je pense qu'on arrive à changer des individus dans des thérapies, dans des relations, dans des expériences de vie, etc. Mais changer la nature humaine, je pense que c'est une tâche qui est tellement difficile et qui prendra tellement de temps qu'on aura déjà changé le climat, détruit la biodiversité et épuisé les ressources naturelles avant d'y arriver. Donc moi, j'essaye de fonctionner de manière beaucoup plus concrète
et pour obtenir des résultats beaucoup plus rapides parce qu'on est dans une véritable urgence. On me demande aussi, mais que pensez-vous de l'éducation? Est-ce qu'il ne faut pas éduquer les gens différemment? Oui, bien sûr qu'il faut les éduquer différemment. Mais en attendant qu'un enfant d'aujourd'hui devienne chef d'État et ait le pouvoir de changer les choses, il faudra 35 ou 40 ans. Beaucoup trop tard. Donc utilisons déjà aujourd'hui les solutions techniques qui permettent de diviser par 4 notre consommation d'énergie, notre production de déchets, etc. Et puis en parallèle, bien sûr, éduquons les gens correctement, bien mieux. Sûr. Mais il faut parer au plus pressé pour vous. Mais il faut bien voir aussi qu'il n'y a pas que les enfants qu'il faut éduquer. Il faut éduquer les adultes, bien sûr. les mais moi je parlais des les chefs d'État, les chefs d'entreprise, les écologistes, les psychiatres. Moi, je passe mon temps à essayer de m'éduquer en lisant des livres de gens qui pensent autrement et d'essayer de comprendre davantage de choses à la vie et au monde, c'est sûr. Un livre que vous avez lu récemment, justement, qui vous a interloqué et fait changer peut-être de paradigme? Alors, si c'est sur les changements de paradigme, je suis en train de lire Le Mage du Kremlin. Ah oui. Et je trouve extrêmement intéressant de voir la vision russe de la politique, du monde et de la vie. Parce que nous, on a forcément notre vision occidentale qu'on considère la meilleure, les autres sont forcément des mauvais. Et quand on voit la vision d'un autre peuple, qui est un peuple avec une expérience, une histoire, une culture remarquable, et voir qu'ils pensent complètement autrement que nous, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter leur manière de penser, ça veut dire qu'il faut la comprendre. Et c'est peut-être pas tout faux. Intéressant vraiment de se plonger dans ce livre, effectivement. Tout à l'heure, on a parlé du cadre législatif. Je reviens sur quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, rationnel. Donnez-nous quelques exemples de ces modifications de cadre législatif qui pourraient être implémentées. Vous parlez de 50 solutions, quelques-unes qui pourraient être intéressantes. Oui. Par exemple, quand on fait une nouvelle construction, on ne se pose pas la question de comment on va chauffer le bâtiment. On va prendre ce qui existe, ce que les architectes et les entrepreneurs comprennent. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait systématiquement une étude qui soit faite pour mettre une sonde géothermique à 200 mètres de profondeur et connecter une pompe à chaleur. Si on fait l'étude systématiquement, eh bien, on verra que, d'abord, un, ça ne coûte rien à l'État. Deux, l'entrepreneur verra que c'est possible, que c'est beaucoup moins cher, que ça donnera beaucoup de valeur à son immeuble, que ça protégera l'environnement, et peut-être qu'il le fera. Donc, c'est une manière d'encourager le système pour que les gens soient obligés d'y penser quand ils construisent un bâtiment. Très bien. Ouais. Autre chose, il y a un très joli module qu'on peut mettre pour 600 € sur le moteur thermique de sa voiture. Ça peut être installé par n'importe quel garagiste certifié. Et ça permet d'enlever 20% de consommation de carburant et couper et diviser par 2 la pollution atmosphérique, les particules toxiques, etc. Donc sur un taxi, c'est rentabilisé en 6 mois. Mais si on installe ce système, on n'a pas d'avantage direct pour circuler dans les zones de faible émission ou pendant les pics de pollution, parce qu'on est quand même considéré comme un moteur thermique, même si on consomme et qu'on produit beaucoup moins de pollution. Donc ce qu'on demande, c'est que la vignette critère de ces véhicules permette de rouler dans les pics de consommation et dans les zones à faible émission. Ça, ce serait une manière aussi de favoriser le système. Oui. Un autre système aussi, dans les appels d'offres, la part liée à l'innovation est plafonnée à des montants très, très faibles. Parce qu'on veut prendre ce qui est connu et pas ce qui est expérimental. Il y a par exemple des systèmes de lampadaires complètement autonomes, qui n'ont pas besoin d'être connectés au réseau électrique, qui permettraient d'économiser 37% de la facture énergétique d'une commune. Et on demande de déplafonner la part de ces innovations lorsqu'elles protègent l'environnement. Ça permet d'investir dans quelque chose qui ensuite va être beaucoup plus rentable dans les années qui suivent. Donc ça, c'est pour prendre 3 exemples, mais il y en a 47 autres. Oui, bien sûr, on peut aller d'ailleurs les consulter, se prête à voter. Comment est-ce qu'en tant que citoyen, on peut agir sur le sujet finalement? Parce que celles et ceux qui nous écoutent ont envie de se dire, moi j'ai envie de me mettre en action, qu'est-ce que je peux faire? Alors, on peut faire à son niveau plein de choses dans sa consommation. C'est clair qu'on doit consommer beaucoup plus local. C'est clair qu'on doit consommer moins de viande. C'est clair qu'on doit arrêter le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire qu'on jette beaucoup trop. Moi, récemment, j'ai mangé un fromage crémeux, là, des cottage cheese, 1 mois et demi après la date de péremption. Mais il était très bon.
la plupart des gens le jettent sans même regarder si c'est bon. Alors si c'est un peu moisi, on le jette, et puis si c'est toujours bon, on le mange. Et la plupart du temps, c'est toujours bon. Oui. Il faut être un peu conscient de la valeur de ce qu'on consomme. L'eau, l'énergie, etc. C'est pas quelque chose d'abondant qu'on peut gaspiller. C'est des choses qu'on doit économiser. Donc, une fois qu'on a cet état d'esprit-là sur ce qu'on fait, à ce moment-là, on peut le faire avec les autres. On peut en parler aux autres. On peut le mettre sur les réseaux sociaux. On peut parler à un journaliste local. On peut parler à son élu local. On peut pousser les gens à aller dans ce sens-là. Parce que ce que je remarque, c'est que le monde politique a peur de prendre des mesures sérieuses et ambitieuses, parce qu'il a peur de ne pas être suivi par les électeurs. Si un gouvernement ou même un maire sent que ses administrés le soutiennent, il va oser aller de l'avant. Donc il faut manifester ce qu'on veut, manifester le soutien à nos élus qui veulent aller dans cette direction-là, quel que soit leur parti politique. Il y a des gens, quel que soit leur parti, qui font des mesures qui sont totalement favorables à l'environnement. C'est vrai que Cyril Dion, mon ami Cyril, dit souvent on n'en est plus aux petites solutions aujourd'hui, et il y a un côté peut-être aussi culpabilisant de ramener ça aux consommateurs, aux citoyens, de dire c'est à vous de faire, alors qu'on voit parfois qu'à grande échelle, il y a des choses à faire qui ne se font pas. Oui, mais vous m'avez demandé ce que pouvait faire l'individu. Ouais, l'individu peut faire ça. Il peut faire ça. Peut faire il ça. vote aussi avec son portefeuille, évidemment. Mais oui, on vote avec son portefeuille. Il y a des choses qu'il ne faut pas acheter, c'est sûr. Mais ensuite, c'est clair que pour avoir un plus gros bras de levier, il ne faut pas seulement agir à son niveau citoyen, il faut agir à un niveau plus important. Donc, il y a des ONG qui poussent les gouvernements à agir. Vous avez tous les mouvements Renovate. Moi, je trouve très intéressant ces activistes écologistes. Alors, ça énerve tout le monde parce qu'ils vont se coller sur la route. Mais qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent qu'on rénove les bâtiments, qu'on rénove les infrastructures pour être plus efficients. En fait, moi, c'est exactement ce que je demande. C'est exactement ce que j'ai vu à travers le projet Solar Impulse. C'est à quel point on peut mettre en place une efficience énergétique et sortir notre monde du passé et de toutes les infrastructures archaïques qu'on utilise. Donc, c'est bien. Renovate agissent d'une manière différente de la mienne, mais ils demandent la même chose. Donc, eux, ils poussent les gouvernements à agir. Si en même temps, on amène les solutions au gouvernement, on les prend des deux côtés et ils auront beaucoup plus tendance à agir que s'il n'y a pas de solution ou qu'il n'y a pas de soutien populaire. Bien sûr. Vous, ce que vous dites, en fait, c'est que les solutions, elles sont là. Maintenant, elles sont assez simples. Il suffit juste de les mettre en œuvre. Oui, mais quand je dis assez simple, il ne faut pas que ça fasse simpliste. Bien sûr. Ce qu'on voit, c'est que les 3/4 de l'énergie produite est perdue par des mauvais rendements dans des systèmes inefficients. La moitié de l'alimentation qui est produite est perdue. Les 95% des déchets sont perdus parce qu'on ne comprend pas que c'est une ressource. Une immense partie des ressources naturelles, des minéraux, etc., tout ce qu'on extrait de la terre est perdu parce qu'on ne le recycle pas. Donc c'est clair qu'il s'agit maintenant de montrer que c'est économiquement rentable d'être efficient, c'est-à-dire de gaspiller moins pour obtenir un meilleur résultat, que c'est meilleur pour l'emploi, que c'est meilleur pour l'environnement et que finalement c'est meilleur pour l'homme ou la femme politique qui a le courage de le mettre en avant. Et c'est meilleur pour l'ONG qui soutient cette manière de faire. Et ceux qui se mettent dans des situations extrêmes, qui luttent contre les autres et qui veulent promouvoir un intégrisme, qu'il soit écologique ou qu'il soit économique ou qu'il soit financier, etc., effrayent de plus en plus la masse des citoyens. Et on voit que ce que les citoyens veulent maintenant, c'est des résultats concrets, fédérateurs, qui réunissent les gens qui pensent autrement plutôt que de les monter les uns contre les autres. Alors justement, en parlant de fédérateurs, vous avez, je crois, rencontré le pape François. Qu'est-ce que vous lui avez dit à ce moment-là, lors de cette rencontre? Vous en parlez aussi dans votre livre. J'avais lu son encyclique, Laudato Si, qui prône le respect pour l'environnement, la décroissance, la compassion. Ça vous avait touché de lire cette encyclique? Mais oui, mais j'ai rien appris. Moi, j'ai été élevé comme ça, avec le respect pour l'environnement, pour les autres, pour la compassion, etc.
Mais moi, ce que je lui ai demandé, c'est comment faire pour convaincre ceux qui ne lisent pas son encyclique, parce que ce n'est pas leur préoccupation. Comment est-ce qu'on touche quelqu'un qui n'a pas de respect pour l'environnement, quelqu'un qui n'a pas de compassion, quelqu'un qui est égoïste et qui ne veut que son propre intérêt. Et entre les lignes, c'est ce que j'essaye de faire à travers les solutions qui sont en même temps économiquement rentables et écologiques. Oui. Et je dis, mais pour ceux qui n'ont pas cette fibre spirituelle, vous faites quoi? Parce que ceux qui lisent votre encyclique, ils sont d'accord de le faire, mais ceux qui détruisent le monde, c'est ceux qui ne lisent pas votre encyclique. Puis il m'a regardé, on a convenu qu'on allait se reparler, mais c'était juste avant la crise du Covid, donc ça n'a pas encore pu se faire. Donc suite au prochain épisode. Absolument. On approche de la fin de ce podcast. Qu'est-ce qui vous met dans un état de grâce, vous, Bertrand Piccard? La connexion à la beauté, la connexion à la bonté, la connexion à la sagesse. Il y a des gens que je croise qui sont peut-être des gens tout simples, et puis juste en les regardant, ils ont une telle plénitude, une telle sagesse que par contagion, je me sens bien. C'est ça qui vous donne envie d'avancer? Oui, et puis le fait de savoir que l'être humain peut fonctionner beaucoup mieux, que l'être humain peut être bon, peut être sage, et que c'est ça qu'il faut arriver à faire ressortir. Eh ben, c'est une très belle conclusion, Bertrand Piccard. Merci infiniment de m'avoir reçu aujourd'hui chez vous au siège de la Fondation Solar Impulse à Lausanne. Je rappelle le titre de vos passionnants livres. Alors, le tout dernier, Réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques. Et puis celui dont on a parlé aussi pendant l'entretien, Changer d'altitude. Les deux livres édités aux éditions Stock. On peut aussi retrouver d'autres informations sur votre site internet, www.bertrandpicard.com. Est-ce que vous avez envie de donner peut-être l'adresse internet aussi du site de la Fondation? Oui, www.solarimpulse.com, où on retrouve toutes les solutions qui ont été labellisées par la Fondation. C'est à but non lucratif, donc c'est complètement ouvert. Tout le monde peut aller regarder quelles sont les solutions qui s'adaptent, ou à lui comme citoyen, ou à son entreprise, ou à son mouvement politique. Il y a ce qu'on appelle un Solution Explorer. Donc, on peut aller chercher directement sur un moteur de recherche pour solutions. Et puis, il y a aussi le guide des villes, guide de solutions pour les villes qu'on vient de publier maintenant. C'est 200 solutions pour décarboner les villes. Donc, ça, c'est plutôt pour les maires, pour les autorités locales. Très bien. Et on peut évidemment trouver aussi le manifeste qui s'appelle Prêt à voter, dont vous avez parlé avec les 50 recommandations de loi pour l'environnement. Merci infiniment. Avec plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.